Bonjour à tout le monde. C'était un très grand plaisir en fait, d'être avec vous pour cette journée Charbonnard. En fait, c'est un plaisir pour trois raisons. Première raison, c'est que c'est toute la péripétie autour du fond Chamonard a trouvé une fin heureuse et magnifique, surtout avec ce que je viens de voir sur les trois premières présentations. Je voudrais remercier beaucoup Maristal et son équipe pour s'être très bien occupé de ces fonds. Je vais revenir d'ailleurs un peu après aux origines de l'arrivée du fonds. Un deuxième plaisir, la deuxième raison pour le plaisir, parce que ça, comme ça a déjà été un peu mentionné, c'est un fonds qui complète très bien un puzzle que l'École française d'Athènes a commencé à construire autour de l'armée d'Orient et la Première Guerre mondiale en Orient depuis 2016. Et d'après ce qu'on voit ici, effectivement, le fonds Chamonard, enfin, ça nous permettra énormément de choses. Et puis, troisième raison que je garderai un peu pour la fin, qui a à voir un peu avec l'aspect personnel et biographique de Chamonard. Alors, pour démarrer, tout cela a commencé avec une aporie. C'était une aporie qui a démarré donc en 2017, quand nous étions en train de préparer l'exposition Athènes 1917 à travers le regard de l'armée d'Orient, et avec notamment les clichés qui s'est retrouvé donc à l'ECPAD, donc l'établissement culturel production de visuel de la Défense, aujourd'hui Image Défense, contenait donc plusieurs milliers de clichés venant du service cinématographique et photographique de l'armée et aussi de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Parmi ces photos que nous avions sélectionnées à l'époque, donc il y avait une photo où on voyait le général Saraï, commandant de l'armée d'Orient, et il se promenait sur l'acropole devant le recté, accompagné des militaires, accompagné des photographes, probablement photographes de l'armée d'Orient, mais aussi accompagné d'un monsieur qui manifestement était marqué comme étant un archéologue, guidant le général sur les monuments. Et la question, c'était donc c'était qui était cet archéologue? Qui pouvait être cette personne qui, en fait, faisait un peu le guide pour le général Sarrail. Euh, pour cela, enfin, moi, je me suis tourné vers les personnes qui pouvaient me donner des indications sur les personnes, sur la photographie, enfin, c'est sur les photos et les images des personnes, probablement des Athéniens de l'époque, donc vers Calliope Christofi, que je remercie beaucoup pour son aide à l'époque où on avait des photos des membres de l'EFA. À la fois, on a donc cette première photo qui date de l'été 1914, Revoir les enfants, qui regroupe les Athéniens avec le directeur de l'époque, Fougère, devant la bibliothèque de l'école avant de partir, avant que, en fait, de partir au front, étant mobilisés. Et comme vous pouvez voir sur ces photos, bon, en fait, enfin, j'ai cherché désespérément les barbus, il y en avait peu, et en plus, la barbe ne semble pas trop correspondre. Le seul qui avait à peu près une barbe qui pouvait un peu correspondre, c'était Plassard. Plassard était trop jeune pour être c'est la personne sur la photo de l'ECPAD. Et évidemment, le malheureux Avezou, bah, il était déjà décédé en 1917, donc il ne pouvait sûrement pas être sur la photo. Et le deuxième cliché, qui est le cliché du retour du directeur Fougère avec les membres à l'école au moment où l'école rouvre l'été 1917 avec l'arrivée de l'armée d'Orient à Athènes et de Venizelos et de son gouvernement de Salonique, ne pouvait pas non plus ne nous donnait pas plus d'indications. Une photo, évidemment, que vous avez déjà vue et qui nous donnait des indications, c'était cette photo de Delos, avec la mission de Farah Delos, et Joseph Chamonard, c'est apparu comme la personne dont la barbe pouvait bien correspondre, l'aspect pouvait bien correspondre à la personne sur la photo. Et donc, on a poursuivi cette piste, et effectivement, c'est à ce moment-là, donc, complètement par coïncidence, une heureuse coïncidence, je dirais, que la famille de M. Chamonard, M. Lefort, a passé un coup de fil à l'école française d'Athènes, je pense que c'était en août 2017, comme Marie a déjà expliqué,
et nous a parlé de la possibilité de donner un fonds d'archives. Alors, je ne sais encore aujourd'hui pas pourquoi il a atterri sur mon téléphone. Peut-être j'étais la seule personne se trouvait à l'école en août, au mois d'août, c'est quand il a appelé, ou aussi parce qu'il a mentionné plutôt des archives et non pas des fouilles euh, euh, de la culture matérielle. Donc, on l'a envoyé plutôt vers l'historien de service. Et l'historien, en réalité, comme euh, un autre personnage qui a grandi durant la Première Guerre mondiale, qui s'est affirmé comme historien de la Première Guerre mondiale, Marc Bloch a dit, le bon historien, lui, ressemble à l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Et je suis un peu désolé d'utiliser cette expression cannibalistique en présence de la famille, mais effectivement, me suis dit à l'époque que oui, j'étais très heureux de pouvoir peut-être accéder à ces archives et en vue de ce que nous avons aujourd'hui et du travail qui a été fait, c'est vraiment magnifique. Donc, vous voyez ici la photo, donc, notamment de Joseph Chamonard en secrétaire-interprète de l'armée d'Orient. Euh, Qu'est-ce que je voudrais faire un peu aujourd'hui avec ces archives? C'est un peu comme Jean-Charles Moretti l'a fait pour Delos, vous dire ce que ce fonds permettra de faire, est-ce que ça permettra aux chercheurs de produire, et c'est notamment, je vous amènerai en deux directions. La première, c'est en fait de dire qu'on pourra faire probablement maintenant à travers la trajectoire personnelle de Chamonard probablement une trajectoire de plusieurs membres de l'EFA et durant la Première Guerre mondiale et éventuellement on peut l'envisager même comme un outil d'humanité numérique, un peu comme on avait construit pour le soldat Alexandre Béraud à travers ces cartes postales. Et Chamonard nous permet donc d'avoir justement une vision très complète de la manière dont la Première Guerre mondiale se passe sur le front. Et c'est la première chose que je vous présenterai. La deuxième, c'est de dire que ce fonds permettra à plusieurs chercheurs qui, depuis une vingtaine d'années, travaillent sur un renouveau des études autour de la Première Guerre mondiale, et ben, de compléter leur approche et de trouver des matériaux qui leur permettront en fait justement de pousser de façon plus approfondie toutes ces nouvelles pistes de recherche et ces nouveaux paradigmes que nous avons émergés pour analyser la Première Guerre mondiale ces dernières années. Euh, je dirais en fait, pour commencer, que la Grande Guerre en Orient, en fait, c'est une grande histoire à travers le parcours individuel que le Fonds Chamonard nous permet de faire. L'histoire des Athéniens, les histoires des Athéniens, en fait, je veux dire, des Athéniens durant la guerre étaient assez connues de façon générale, aussi à travers le travail qu'avait déjà fait Mathieu René Hébert sur les Athéniens durant la Première Guerre mondiale et leur engagement. Et donc, nous avons un certain nombre d'éléments. Il y a des choses qui nous manquent parfois, sur lesquelles je reviendrai et sur lesquelles Chamonard, justement, c'est intéressant. Même quand on voit la biographie officielle de Chamonard, en réalité, on ne sait pas vraiment tellement de choses de façon très précise. Et comme ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé plutôt dans les services archéologiques, sur le service archéologique de l'armée d'Orient à Salonique ou ailleurs, mais plutôt pas sur la deuxième phase, travailler plutôt comme secrétaire-interprète, il est vraiment un peu absent. Et il y a quelques trucs qui sont intéressants de compléter à travers l'usage et l'utilisation du fonds que nous avons ici. Le voyage au front d'Orient. Donc, nous savons que les Chamonards s'engagent en l'été 1915. Il demande son envoi en Orient le 19 juin 1915. C'est intéressant que sur ce moment-là, il avait déjà essayé, en fait, donc, de demander de partir avant, mais c'est vraiment durant l'été qu'il va faire ses demandes. On peut imaginer que comme il travaillait justement dans le secondaire, c'est uniquement à la fin, en fait, au moment de la fin des vacances, pardon, au début de vacances scolaires ont pu envisager de partir, parce que on ne veut pas le laisser forcément partir, il est très âgé. C'est aussi peut-être aussi le mort de Johannes Paris et de Leroux en avril, mai et juin 1915 qui a peut-être stimulé en fait, Chamonard, comme d'autres, de faire cette demande de partir en Orient.
Et ce voyage vers les Dardanelles se passe probablement à partir du port, via le port de Malte. Le port de Malte étant le port de la Valette à Malte étant en fait une étape intermédiaire pour la plupart des bateaux des Alliés allant vers l'Orient, ces mots-là, notamment parce que c'est une grande base navale britannique et c'est aussi pour en fait les protéger des éventuelles attaques des ennemis, enfin, des ennemis, donc en fait des puissances centrales. Chamonix est affecté, comme nous apprenons, au premier régiment étranger. Ce premier régiment étranger, en réalité, regroupe beaucoup d'irréguliers grecs. Et ce fichier, enfin, cette photo qui se trouve dans son fond permet déjà de voir en fait des irréguliers en train d'être entraînés au combat, des irréguliers grecs en train d'être entraînés au combat. Et on peut y voir que la première personne, la personne en fait la plus à droite, est en réalité un Crétois et on sait que notamment, en fait, le premier régiment étranger incluait surtout beaucoup de Crétois qui s'étaient engagés volontairement pour se battre avec les Français, en fait, en Orient, alors, ou même en Occident parfois, alors que, en fait, la Grèce était officiellement neutre durant la Première Guerre, à ce moment-là. Euh, Chamonix passe, étape indispensable par rapport à l'expédition donc des Dardanelles et des Gallipoli qui a déjà démarré en avril 1915 et qui va durer jusqu'en janvier 1916 passe par Lemnos. Et nous avons donc des photos, ça a été mentionné, il y a beaucoup de photos de bateaux de guerre. Et ben ici, vous avez en fait la baie de Moudros, et la baie de Moudros qui est évidemment célèbre parce que ça va être la base arrière des forces alliées britanniques et françaises dans leur en fait, tentative de débarquement à Gallipoli, aux Dardanelles. Et nous avons ici voyons le militaire, et évidemment qui est un lieu tellement symbolique que l'armistice entre les Alliés et l'Empire ottoman, qui va être signé en 1918, va être signé sur un bateau à la baie de Moudros, notamment parce que justement c'était en fait un endroit symbolique, notamment par rapport au fait que l'expédition des Dardanelles a été une telle catastrophe comme nous le connaissons tous. Puis, à partir de là, Chamonix va continuer de la même manière justement que la plupart des soldats, donc Valette, Lemnos, Sédelbar, et où il va se retrouver en juillet 1915 quand il arrive et qui va rester jusqu'au 1er octobre 1916. Sedelbar, c'est un lieu, en fait, c'est un lieu assez important pour ceux qui connaissent la Première Guerre mondiale et l'expédition des Dardanelles. C'est connu comme V-Beach au Cap Ellis. L'attaque de Sedelbar a démarré très tôt, dès le 25 avril 1915. C'est l'épitomée du massacre et du fiasco des Dardanelles. Très peu de soldats qui avaient participé au premier assaut ont pu en réalité survivre, hein. Mais la forteresse de Sedelbar a été détruite complètement par en fait, les puissants canons des dreadnoughts britanniques français qui s'est trouvé sur la région. Et vous voyez ici sur le cliché de gauche, en fait, que la forteresse, effectivement, est complètement détruite et finalement a été prise. Et les soldats franco-britanniques ont pu rester là pendant tout l'été 1915 ainsi que l'automne 1915. D'ailleurs, en fait, je- pardon, d'ailleurs, il y a une erreur, c'est 1er octobre 1915 et pas 1916 sur la diapositive. Et Chamonix, ici, aussi, dans son fond, on va retrouver plusieurs photos où on voit comment les soldats sont en train de creuser des tranchées, sont en train de fortifier leur lieu. De façon assez intéressante, la plupart des photos sont des photos où on voit les soldats plutôt participer à des activités de préparation de la guerre, mais évidemment, il n'y a pas de photos de guerre. Ça, c'est à la fois pour des raisons, en fait, c'est des raisons qui ne probablement pas en fait sur le front, mais aussi pour des raisons aussi de censure militaire.
Et puis, nous allons retrouver beaucoup de photos aussi, même des activités que font des soldats durant leur temps libre, comme des jeux, etc. Et puis, évidemment, il y a aussi des photos. La photo a été montrée de la tombe de Leroux sur Assez-Dulbar. Et dans les archives de l'EFA, nous avons une autre photo justement du cimetière des Sédulbar où en fait, se trouvait un autre Athénien. Chamonix va rester là-bas jusqu'au 1er octobre 1915, donc c'est seulement un engagement saisonnier et assez court, et cela parce qu'en fait, il est rappelé à enseigner en France, et donc il est rappelé par l'enseignement secondaire, et donc il ne va pas rester plus longtemps, il va partir le 1er octobre à 1915, donc il ne va pas vivre en fait le départ des Français de ces Delbar et des Britanniques ou de façon d'ailleurs assez intéressante, ça se termine en 9 janvier 1916, de façon assez intéressante, il faut noter que ces départs s'est passé beaucoup mieux que leur arrivée. On a déploré presque aucun mort. Voilà, donc en fait des photos que nous avons trouvées à l'époque, la fascination, encore une fois, comme on a dit, avec les bateaux sur la rade, les soldats sur les tranchées, même les avions militaires d'observation qu'on utilisait pour la première fois aussi durant cette Première Guerre mondiale. Et puis, je passerai rapidement sur le fait qui est assez connu, que l'archéologie au service de la guerre, quelque chose qui évidemment a occupé vraiment Chamonix durant cet été 1915, où on lui a attribué quatre zouaves qu'on voit ici sur la photo, et avec ces quatre zouaves, il a pu en fait fouiller le site d'Éléonte. Encore une fois, il y a aujourd'hui beaucoup de travaux sur l'archéologie et la Première Guerre mondiale, donc le fond permet de compléter des choses que nous connaissons, mais je ne préfère pas rester plus longtemps. Chamonix donc, est réparti en France, mais il va revenir en Orient. Et il va revenir en Orient, cette fois-ci pas via la Valette, mais probablement via Corfou. Nous avons des photos donc, de Corfou sur place. Donc je dirais que c'est ce que nous voyons sur ces photos, c'est le camp militaire serbe, pas le camp militaire français, c'est le camp militaire serbe à Moraitika, c'est une plage de Corfou où les Français et les Anglais avaient évacué l'armée serbe défaite par les puissances centrales durant l'année 1900, 1900, à la fin de l'année 1915. Et nous pouvons imaginer nous pouvons dater cette photo probablement de janvier 1917, parce que, comme j'ai dit, Chamonix est parti en octobre 1916, octobre 1915 pour rentrer de son premier séjour en Orient. Or, l'armée serbe n'avait pas encore été déplacée à Corfou à cette époque-là, elle n'avait pas encore été défaite. Les Serbes arrivent à Corfou en janvier 1916, donc Chamonix est déjà en France. Par contre, les Serbes vont continuer à occuper ces terrains et cette plage comme camp de base d'organisation de l'armée, même après leur départ en avril 1916 en masse pour le front de Thessalonique. Ils vont continuer à occuper et donc c'est probablement lors de son retour en janvier 1917 vers la Grèce que Chamonix passe par là-bas. C'était aussi assez logique. En ce moment-là, à cause de la guerre sous-marine, on privilégiait une route qui passait de Tarente vers Corfou et puis en fait suivait là-haut plutôt que de traverser la Méditerranée. Il arrive en fait donc ici au service de la France et il est affecté cette fois-ci comme interprète troisième classe au service de l'attaché naval. L'attaché naval à partir du 1er janvier 1917 jusqu'au 13 novembre 1917. Alors il a vu dans une Grèce qui se trouve au lendemain des fameux incidents des Noëmbriana, qui a vu en fait les royalistes au pouvoir à Athènes s'affronter à la marine française et aussi qui avait débarqué à Athènes, qui avait même bombardé Athènes. Arrive au lendemain donc du schisme national entre royalistes et vénizelistes, au pogrom qui existe contre les vénizelistes, un sentiment anti-français assez fort, et au moment où le mouvement de la défense nationale vénizéliste a pris le pouvoir à Thessalonique et a instauré en fait un contre-gouvernement face au gouvernement d'Athènes. Il arrive aussi au moment où l'EFA est fermée et où donc en fait la mission navale qui s'est trouvée dans l'actuelle maison des hôtes de l'EFA pendant le début de la guerre a dû fermer, c'est comme vous voyez ici dans cette autre photo de l'ECPAD cette fois-ci, avait dû fermer ses portes et s'est déplacé à Thessalonique pour être avec l'armée d'Orient.
Et où cette mission navale avait changé de commandant puisque l'infâme commandant Roquefeuille, qu'il avait dirigé durant les 2 premières années de la guerre, avait été remplacé en janvier 1917. Et donc Chamonard arrive de cette mission avec pour Thessalonique et avec un nouveau patron. C'est à Thessalonique, donc auprès de la mission navale, donc en fait dans un service d'intelligence, en fait de collecte d'intelligence, que Chamonard va nous laisser aussi va nous enfin, donner quelques clichés assez précieux de la ville. Son arrivée, évidemment par bateau, la rade de la ville, qu'on peut identifier effectivement que ici la photo date du début de 1917 et de son arrivée, de ses premiers séjours, parce que on voit que ce n'est pas encore brûlé. Après, avec l'incendie qui va avoir lieu en août 1917. Et puis un peu plus bas, en fait, la photo d'en bas nous permet d'identifier des choses assez intéressantes. Par exemple, cette photo prise devant la tour de Tribonio sur la citadelle. Dans l'arrière, en fait, l'arrière-plan de cette photo, nous avons les bateaux militaires et la rade, en fait, de la base britannique, parce qu'alors que le camp français de Salonique de Zeytinlik s'est trouvé plutôt à l'ouest de la ville. Le camp britannique s'est trouvé, lui, en fait, à l'est de la ville, à ce qui est aujourd'hui Calamaria. Et nous pouvons voir d'ailleurs les rades qui avaient été construites pour les bateaux britanniques pour pouvoir, en fait, accéder à cette partie-là. Euh, Chamonard va revenir avec l'armée d'Orient à Athènes, donc en été 1917, quand les vénizelistes et l'armée d'Orient chassent les royalistes du pouvoir et la Grèce entre officiellement en guerre. Il nous laisse quelques exemples de photos aussi de cette époque-là, comme en fait enfin, on avait parlé en fait de la fête du drapeau, mais aussi cette célèbre cérémonie des marins français aux Zapios. Zapios, c'était un endroit symbolique pour les Français parce que c'est là où ils avaient été assiégés et avaient subi de lourdes pertes lors des événements de Noël-Vriana de 1915. Donc, l'idée de faire une cérémonie à Zapio de la marine française avait son importance symbolique. Chamonard lui-même, il va être affecté de la mission navale à la mission militaire où il va passer encore un an, donc encore une fois dans ces services, en fait, plutôt des collectes d'intelligence jusqu'à la fin de la guerre. Alors, c'est en tant que donc officier et gentleman qu'on peut dire que Chamonard commence aussi à arborer les routes de Grèce et une partie aussi de son travail, probablement surtout dans cette époque où c'est un peu plus calme en Grèce et la guerre même touche à sa fin, c'est d'organiser des visites. Et organiser des visites, on le voit ici en route pour Delphes. Et ça nous laisse quelques clichés assez intéressants, aussi sur l'état des routes. Il faut se dire que souvent, d'ailleurs, comme on connaît assez bien pour la Première Guerre mondiale, tous ces clichés servent souvent de faire double tâche, au fait, à être aussi bien touristique, mais aussi une question de, justement, collecte d'informations, très souvent. Et finalement, on retrouve à la fin de la guerre, je peux dire, pardon, la guerre ne s'arrête pas en 1918, comme on pense très souvent, et Chamonard est un très bon exemple de ça, et son fond nous permet de le découvrir. La Chamonard, comme l'a dit Jean-Charles Moretti, a gardé dans ses archives toute une série en fait, de médailles et d'honneurs qu'il a reçues, et il a notamment reçu la médaille grecque de valeur militaire en 1920. Cette médaille en fait qui est attribuée par le roi Alexandre en 1920 avant sa mort, en fait en l'automne 1920. Euh, Explique aussi peut-être pourquoi Chamonard, lorsqu'il le revient peut-être avec l'armée d'Orient, ne va pas continuer sa mission en Grèce, mais aussi quelque part ailleurs. Comme on sait très bien, avec la mort du roi Alexandre en 1920, avec la défaite des Vénizelistes en l'automne 1920 aux élections, les royalistes reviennent
pouvoir en Grèce. Et cela marque d'ailleurs une espèce de changement d'attitude de la France par rapport à la Grèce, France très anti-royaliste, et qui donc décide d'ailleurs de changer ses orientations géopolitiques dans la région, où notamment en Syrie, elle va signer des accords avec la Turquie kémaliste pour fixer la frontière, en fait, la frontière turco-syrienne et pour décider de se concentrer plutôt sur en fait, ces mandats coloniaux au Proche-Orient. Donc, c'est la Première Guerre mondiale qui continue, comme on dit aujourd'hui, c'était Greater War, et en fait, Chamonix se retrouve impliqué là-dessus aussi, puisqu'il revient donc en 1920 assumer la mise en place du service des antiquités pour le Haut Commissariat français de Syrie. Je voudrais donc en fait avancer maintenant un peu, parler un peu de ce que le Fonds Chamonix nous permet de dire sur le renouveau des études de la Première Guerre mondiale et donner quelques pistes pour vous dire comment ça c'est possible de le faire. Première chose, évidemment, le Fonds Chamonix nous permettra de la documentation d'un passé disparu et il faut à ce niveau-là dire que la Première Guerre mondiale et cette période de la décennie guerrière était vraiment une période charnière de rupture, de césure par rapport à la continuité enfin, du tissu urbain et même du bâti architectural qui existe à Athènes et aussi ailleurs, à Thessalonique, dans les autres grandes villes, à la fois du fait de la guerre, à la fois du fait de l'arrivée du béton, à la fois enfin, du fait de l'arrivée évidemment massivement des réfugiés et aussi des grandes transformations et même des grandes fouilles qui vont avoir lieu, notamment pour Athènes, ou des grandes transformations en fait, de réethnicisation, renationalisation des villes, comme ça va avoir lieu à Thessalonique. Ici, donc, notamment, ces trois éléments, ces trois photos de Chamonix nous permettent de voir à la fois le monument d'Illyssicrate avant et le quartier avant les fouilles qui ont eu lieu. L'église de la Sainte Trinité à Kéramikos qui va être détruite après par la suite, comme c'est passé pour beaucoup d'églises byzantines à Athènes, dans le cadre des fouilles en fait sur l'Antiquité, mais aussi le teké des Mevlevi à Thessalonique, un élément qui va disparaître dans le cadre du départ des musulmans de Salonique et de l'échange de population. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, en fait, pour dire ça, justement, cette église de la Sainte Trinité, c'est vraiment, on reconnaît le cliché qui a même servi pour une photo très souvent. Et évidemment, vous avez la nouvelle église aujourd'hui. Une autre documentation très intéressante, par exemple, ici, de voir ici prise après l'incendie cette fois-ci de Salonique, d'août 1917, puisqu'on voit très bien comment en fait le centre-ville de Thessalonique est détruit autour de l'église de Hagia Sophia, à l'époque encore avec son minaret qui n'existe pas évidemment aujourd'hui, et évidemment en fait le reste de la ville. On voit en fait cette photo. Donc probablement Chamonix est revenu après s'être passé par Athènes, est revenu à Salonique, alors que la mission navale et la mission militaire avaient pu entre-temps s'installer de nouveau à Athènes. Euh, je passe aussi, comme je dis rapidement, je dis archéologie et guerre. Probablement, nous verrons un certain nombre de choses en fait, intéressantes sur les fouilles de Léonte que nous pourrons apprendre à partir de son fond, mais ça, c'est un aspect plutôt assez connu. L'aspect qui est peut-être en fait qui est très intéressant aujourd'hui par rapport au renouveau des études de la Première Guerre mondiale tient notamment à la question de la mission civilisatrice. Pour prendre la formule de l'historien John Horne, spécialiste de la Première Guerre mondiale, et du rôle de l'armée d'Orient et en Méditerranée, autant en fait son rôle civilisatrice, son rôle en fait de vouloir en fait documenter l'autre documentaire est un autre, et là il y a l'aspect regard ethnographique. Et vous avez en fait sur la gauche la photo d'une fontaine en fait de Thessalonique. On voit justement comment la culture matérielle se passe sur place en fait à Thessalonique. Et les fontaines, je reviendrai parce qu'elles sont importantes pour un autre aspect aussi. Mais aussi à droite, aspect cliché qui était très intéressant, nous avons en fait les chameaux sur la route d'ITA. Et quelqu'un pourrait se demander en fait comment ça se faisait en fait que nous avons des chameaux sur ITA. Eh ben, parce que ITA c'était une base de l'armée d'Orient durant les 2 dernières années de la guerre, hein, une base qui permettait de ne pas faire
le tour du Péloponnèse, et donc une base qui permettait aussi de passer, découper, grâce justement aux efforts de l'armée d'Orient, de passer à des ITA directement via Bralos à Lamia en évitant la montagne du Parnasse, en coupant à travers la montagne du Parnasse. Et les chameaux, en fait, c'est les chameaux qui étaient probablement arrivés avec les troupes anglo-françaises à l'époque. Euh, les études sur la Première Guerre mondiale, et à l'École française d'Athènes, on travaille énormément là-dessus, ont beaucoup insisté ces dernières années sur la civilianisation de la guerre, c'est-à-dire sur ce que l'interaction entre militaires et population, c'est que ce qui se produit au niveau de l'interaction entre militaires et population. Cela nous permet de discuter, comme le font d'ailleurs des membres de l'équipe, comme Inianesti, qui d'ailleurs travaille à l'EFA sur les infrastructures construites par les militaires pour à la fois permettre de faire avancer leur effort de guerre, mais aussi pour permettre de mieux gérer de façon biopolitique les populations locales. Et on voit ici que Chamonard a documenté cela dans le fond souvent et sur les routes autour de Thessalonique. On le voit prendre des photos des ponts. Si probablement les ponts soit de Rallikos, soit des Axios, ça à vérifier. Ou encore, en fait, prendre des photos comme voyons à droite, à la fois des routes. L'armée d'Orient va construire énormément de routes sur place, mais aussi les réseaux télégraphiques que nous voyons ici à gauche est essentiel justement pour les communications entre le front et l'arrière-front. Et ces clichés permettent justement, encore une fois, de documenter ça et d'aider ceux qui travaillent sur cette histoire des infrastructures, mais aussi une histoire environnementale de la guerre, parce que nous avons tendance à l'oublier. En fait, la guerre, justement, a un aspect, enfin, un effet impressionnant sur l'environnement. Et c'est quelque chose, justement, je pense, l'étape suivante du projet sur l'armée d'Orient, c'est de travailler sur cette question de transformation de l'environnement par les militaires. Et enfin, comme j'ai déjà mentionné, c'est A Greater War, c'est une guerre qui va au-delà de 1918 en Orient. C'est que Jay Winter, John Horne et beaucoup d'autres ont maintenant mis en avant, mis en exergue. 1918, c'est la fin de la Première Guerre mondiale uniquement en Occident. Partout ailleurs, on continue à se battre. Et donc, Chamonard est à la fois témoin aussi, c'est cette idée-là, par le fait qu'il arrive justement, soit à Alexandrie et à Damas, et donc en Syrie et Liban, où les mandats français continuent d'une certaine manière l'héritage de la guerre, mais aussi d'ailleurs l'armée d'Orient se retrouve, parce que c'est beaucoup de soldats de l'armée d'Orient qui vont se retrouver en Syrie après 1918 pour justement dans le cadre du mandat français. Puisque je peux assez déjà pas mal sur votre temps, je vais juste rester sur deux choses, puisqu'on l'a mentionné avec Jean-Charles Moretti a déjà mentionné ces formidables mots de Édouard Herriot, maire de Lyon, sur Chamonix. Et cela aussi colle avec l'histoire de la guerre. Une de nouvelles piste très prometteuse sur l'étude de la guerre et de nouvelles, comment dire, ça correspond au nouveau paradigme sur l'étude de la Première Guerre mondiale, touche à la question de l'engagement. Pourquoi est-ce que les soldats se sont engagés? Pourquoi est-ce que les gens s'engagent dans la guerre? Et donc, quand on lit le mot derrière, on peut se dire qu'on a un chamonard qui est quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou quelqu'un, enfin, évidemment, Chamonard ne parle pas, enfin, Herriot ne parle pas de la guerre, il parle d'avant, mais il nous donne une idée d'un personnage qui serait quelqu'un qui serait assez timoré, disons, en fait, qui ne voudrait pas mettre les pieds dans l'eau. Et pourtant, Chamonard, alors qu'il n'était pas obligé de s'engager du fait de son âge, comme j'ai déjà dit, va s'engager durant la Première Guerre mondiale, et c'est, on peut dire, un engagement assez fort, va s'engager. Et donc, on peut se poser la question, justement, qu'est-ce qui fait bouger quelqu'un, qu'est-ce qui motive une personne pour s'engager? Et encore une fois, comme j'ai dit, ça peut être la question de la camaraderie. Ça peut être que c'est quelqu'un qui a été touché par la mort de ses camarades athéniens. Jean-Charles a mentionné qu'à travers ces photos, on voit un personnage qui est vraiment très intéressé par la collectivité et pas quelqu'un qui est forcément très intéressé par la carrière. D'ailleurs, il n'a pas vraiment fait une carrière universitaire.
Il était très attaché à la question des questions de justesse, mais pas seulement. J'ai terminé par ce mot, par ici, pour dire que je pense que la personne à qui ce mot est adressé est probablement Victor Bérard. Victor Bérard, autre Athénien, et surtout, comme Édouard Herriot et comme Chamonard, des gens qui partagent un engagement commun avant. C'était des Dreyfusards. C'était des personnes qui s'étaient engagées en fait dans l'affaire Dreyfus. Et donc, c'est probable que c'est dans ce cadre de ces réseaux, au fait, que à la fois ces mots se passent ici, mais aussi c'est le fait que Bérard continue à être quelqu'un qui va intervenir pour Chamonard à différentes occasions, puisqu'il va intervenir à nouveau de lui pour lui obtenir un poste justement de troisième A au lycée Michelet à Paris, poste auquel Chamonard va rester pendant très longtemps après. Et nous avons aussi dans les archives justement ce mot de Bérard, enfin cet échange entre Bérard et euh, et mais c'est là, tout ça crée de nouvelles, évidemment, en fait, de nouvelles apories. J'ai terminé pour un épilogue, j'ai abusé de votre temps, pour dire aussi que euh, Chamonard nous permet de commencer une histoire de cheville ouvrière. C'est de façon assez intéressante que nous connaissons à l'École française d'Athènes, et nous voyons sur son site les directeurs et les membres. Nous discutons jamais des secrétaires et des directeurs des études. Enfin, évidemment, enfin, c'est pas du tout intéressé en parlant de moi de dire cela. Mais le fonds Chamonard, comme le fonds aussi de Francis Croissant, et puis aussi le fonds d'autres secrétaires, anciens secrétaires généraux ou directeurs des études, va peut-être permettre aussi à s'intéresser à ces chevilles ouvrières qui font travailler, un peu comme l'expliquait Jean-Charles pour Chamonard à Delos, l'école au quotidien. Merci et désolé d'avoir abusé de votre temps.